Je m'appelle Élise Bétremieux. J'ai découvert les métiers du livre et notamment de l'édition indépendante pendant mes études de lettres à Lille. J'ai parallèlement appris à fabriquer des livres à la main et ça m'a amenée à créer en 2012 la maison d'édition Les Ventderniers. Tout a commencé dans mon salon à Lille, autour de quelques manuscrits qui m'ont plu. Avec des amis, on a créé une sorte de laboratoire. Il s'agissait simplement d'expérimenter la pratique éditoriale. On s'est vite aperçu que ça plaisait beaucoup et ça a conduit en fait à créer une véritable structure. Et en 2015, en fait, à ouvrir l'atelier des Ventderniers à Saint-Omer. Et là, la démarche s'est complètement professionnalisée. Depuis, on travaille aussi avec des libraires, on fait beaucoup de salons. Et puis, on a cet atelier qui permet de présenter la démarche directement aux visiteurs et aux lecteurs. Je pense que tous les éditeurs indépendants sont des artisans. D'abord parce qu'ils se doivent d'être polyvalents, et puis parce qu'il y a cet enjeu primordial, fondamental, qui est de chercher à parfaire en permanence, à améliorer sa pratique. Une maison d'édition artisanale, comme celle des Ventderniers, c'est à la fois une maison d'édition où on fait le travail éditorial classique, mais en plus on prend en charge la fabrication des exemplaires. Ça a des avantages d'un point de vue pratique, qui est par exemple qu'on n'aura pas de problématique de stockage, jamais de pilon, et qu'on pourra rééditer facilement les livres. Donc c'est une vraie souplesse dans le fonctionnement de la maison d'édition. Par ailleurs, ça nous permet à nous d'avoir une grande liberté dans la conception éditoriale. Et puis c'est un rapport au temps, un confort aussi au niveau du travail. C'est une activité presque méditative de fabriquer des livres. C'est aussi une réflexion sur la production et la consommation, sur les objets, le rapport aux objets. Et puis pour le lecteur, d'avoir un livre artisanal, ça lui permet de développer une relation privilégiée ou en tout cas une attention particulière au texte édité. Faire coïncider la forme et le fond, c'est une des questions qui m'a le plus intéressée dès le début. Pour moi, un livre, c'est un dispositif de lecture. Et donc, créer un livre, c'est préparer la réception d'un texte. De plus, éditer, c'est d'abord lire. Et finalement, une édition d'un livre, c'est une interprétation, un peu de la même manière qu'une traduction. Et donc, en réfléchissant à ce dispositif de lecture, que va être l'objet livre, comment il va incarner une certaine lecture du livre, ça nous permet de servir au mieux le texte. Ce qui guide le choix des manuscrits, c'est à la fois, de manière très immédiate et facile, certaines thématiques, le rapport au territoire, l'itinérance, le rapport au corps, qui est important en fait dans notre démarche, et puis une certaine forme de résistance, y compris dans les relations. Et on a notamment beaucoup de livres sur la relation amoureuse, et interroger le lien, c'est important. On a par ailleurs une attention pour les textes hybrides, ceux qui bousculent les genres. On aime aussi la littérature sous contrainte. Et puis en poésie, ça c'est quelque chose de primordial. Comme on cherche à démocratiser l'artisanat à travers cette pratique éditoriale, il y a la volonté de proposer des textes, des démarches d'écriture qui font simple. Et c'est difficile de faire simple. Mais c'est en lien en fait avec l'ambition de cette production particulière, donc des textes ouverts en fait. Donc je pourrais vous parler notamment du dernier livre qu'on a publié qui s'appelle Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés. Donc c'est un livre qui est écrit par Marcella et qui est illustré par Marie Poirier. Il a notamment comme particularité d'allier sophrologie et poésie.
Ce qui me plaît dans ce livre, c'est l'idée d'accompagnement dès les premières secondes. C'est l'idée de travailler la relation entre le lecteur et l'enfant. Donc ce livre, avec son approche sophrologique, permet de prendre conscience en fait, de son corps, des parties de son corps, d'être attentif à la respiration et de découvrir les émotions et les sensations. Hier, tu n'existais pas. Tu étais un désir, tu étais une idée. Hier, tu n'existais pas. Nous t'imaginions, nous rêvions de toi. Et puis tu es là, tellement toi, que du temps d'hier, on ne se souvient pas. Ensuite, j'aimerais vous présenter un titre emblématique du catalogue. Donc, Des étoiles filantes est un livre de Mélanie Leblanc. C'est une relation suivie parce qu'avec elle, on a fait 5 livres différents. À chaque fois, c'est une aventure, une expérimentation. Là, c'est un livre un peu étrange, un recueil de souhaits. Donc, elle a construit sa démarche poétique autour de plusieurs axes. Donc, il y a des typologies de vœux, donc d'énergie, de magie, d'amour aussi. Et à travers ces vœux, elle utilise une langue en fait très simple, mais avec beaucoup de références cachées, ce qui permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture. On y rencontre Lewis Carroll, Beckett, Higelin. Et cet objet, en fait, s'il est si attractif, c'est qu'il a quelque chose de ludique. Il y a quelque chose de la performance. On a envie d'accomplir un geste quand on a ce livre-là entre les mains. Alors, soit de l'offrir tout simplement, parce que ce sont des vœux, c'est destiné à l'autre. Soit d'ouvrir cette petite boucle et de venir distribuer des souhaits, d'aller les accrocher, les éparpiller, ou de se mettre soi-même à écrire. Quelques extraits des étoiles filantes. Je te souhaite le coquelicot dans la décharge. Je te souhaite de rater mieux. Je te souhaite d'entendre les voix qui se sont tues. Pour moi, un bon livre, c'est celui qui va répondre à une idée formulée par Jean Ressent, qui était un biologiste par ailleurs, et qui disait « Je demande à un livre de créer en moi le besoin de ce qu'il m'apporte ». Un bon livre, c'est celui qui va continuer de nous habiter longtemps, indépendamment de notre volonté presque. C'est aussi un livre qu'on a envie d'offrir. On a généralement plusieurs exemplaires. Un bon livre aussi, c'est celui sur lequel on aurait presque besoin de rien dire, parce que finalement il parle de lui-même, parce qu'il est bien édité, et puis qu'il n'a pas besoin de discours.